Le Mistral s'était calmé. Il avait soufflé pendant 3 jours, balayant le ciel de Provence jusqu'à ce qu'il ne reste plus une seule impureté, laissant derrière lui un air vif et une lumière si crue qu'elle semblait révéler la vérité de toute chose. Pour Élodie Martin, debout sur le perron de la maison de location, cette vérité était simple. Ils étaient ruinés. La bâtisse, une magnifique bastide du XVIIIe siècle nommée le Mas des Lavandes, était trop grande, trop belle et bien trop chère pour leur budget nouveau. Mais sa mère, Sylvie, en avait eu le coup de cœur sur un site de location en ligne, et son père, épuisé par des mois de procédures judiciaires et de regards apitoyés, n'avait pas eu la force de s'opposer à ce caprice. « Un été en Provence, ça nous changera les idées », avait-elle déclaré, comme si un changement de décor pouvait effacer la vente forcée de leur appartement parisien et la faillite discrète mais humiliante de l'entreprise familiale. Élodie, 24 ans, regarda sa petite sœur, Lily, 15 ans, courir dans le jardin en contrebas, déjà conquise par l'odeur des thym et du romarin. « Regarde, Élo, des abeilles !» cria-t-elle. Élodie sourit malgré elle. Lily était la seule à vivre cet exil comme une aventure. Pour les autres, elle-même, son père accablé, sa mère en déni et sa sœur jumelle, Manon, obsédée par son feed Instagram. C'était une retraite forcée, une humiliation déguisée en vacances. Le premier choc arriva le lendemain matin, sous la forme d'une invitation. Une voiture d'un modèle silencieux et onéreux avait glissé sur le gravier, d'où était descendu un homme en uniforme qui avait remis une enveloppe crème à Sylvie. À l'intérieur, une carte gravée les conviait, ce soir même, à un cocktail chez Monsieur et Madame de Saint-Clair, au domaine de l'Olivade. Les de Saint-Clair. Mais c'est la famille la plus riche de la région. Leur vignoble, leur huile d'olive, leur histoire. Vite, mes filles, il faut trouver de quoi se vêtir. Manon, la jumelle d'Élodie, avait émis un cri de joie. Enfin de la haute société, je vais pouvoir refaire mon réseau. Paris, c'est fini. Place au terroir, chic. Élodie avait roulé des yeux. Pour elle, c'était une corvée. Aller faire la cour à des aristocrates locaux qui les considéreraient comme des parvenus parisiens en goguette? Non, merci. Pourtant, à 19h30, elles étaient toutes les 5 dans la vieille Renault familiale, Sylvie rayonnante dans une robe trop sophistiquée, Pierre, le père, résigné dans son costume trop ample, Manon ultra connectée, Lily excitée et Élodie, simple et élégante, dans une robe en lin blanc, déjà sceptique. Le domaine de l'Olivade n'était pas une maison, c'était un empire. La allée de platanes centenaires menait à une immense demeure en pierre ocre, flanquée de 2 ailes plus basses. Des jardins à la française descendaient en terrasse vers des vignes à perte de vue. La fête battait son plein sur une immense terrasse. Une foule chic et bronzée sirotait du champagne en riant trop fort. Sylvie se fraya un chemin, cherchant désespérément ses hôtes. Elle les repéra enfin au centre d'un petit cercle. Une femme d'une 50aine d'années, immaculée et froide comme un marbre, et un homme plus jeune, d'une beauté classique et arrogante, qui écoutait d'un air ennuyé les flagorneries d'un voisin. « Madame de Saint-Clair, je présume ?» s'enquit Sylvie avec un sourire qui espérait trop. La femme se tourna, son regard glissa sur la famille Martin, comme on inspecte un insecte rare mais peu intéressant. En effet, et vous devez être nos nouveaux voisins. Le silence qui suivit le mot « voisin » était plus parlant qu'un discours. Ils n'étaient pas des invités, ils étaient une curiosité locative. Martin, Sylvie et Pierre Martin, et nos filles,
Manon, Élodie et Lily. Nous sommes ravis d'être ici. Les présentations furent expédiées. Madame de Saint-Clair, prénommée Béatrice, eut un hochement de tête distrait. Son fils, Alexandre, serra les mains avec une politesse si parfaite qu'elle en était insultante. Son regard croisa celui d'Élodie. Il était gris, intense, et totalement dépourvu de chaleur. Il l'évalua, de ses sandales plates à ses cheveux châtains, attachés en un chignon négligé, et sembla trouver l'ensemble décevant. Il se détourna aussitôt. Élodie sentit une vague de chaleur lui monter aux joues. « Quel snob !» pensa-t-elle. « Il se prend pour le seigneur du domaine et nous pour ses paysans. » La soirée fut une longue torture. Sylvie tentait désespérément de briller. Pierre répondait par monosyllabes, Manon flirtait outrageusement avec un héritier un peu simplet, et Lily s'ennuyait. Élodie, elle, se posta près d'un olivier, observant le spectacle de la vanité humaine. C'est là qu'elle fit la connaissance de Gabriel Valois. Il était arrivé en retard, vêtu d'un jean et d'une chemise ouverte, sans veste, bravant le code vestimentaire non écrit. Il s'approche d'elle. « Vous semblez aussi fasciné par le ballet des ambitieux que moi, » dit-il en lui tendant un verre de rosé. Élodie sourit. « C'est si évident. Vous êtes la seule à ne pas chercher à parler à Alexandre de Saint-Clair. Ça vous distingue. Gabriel Valois. Je suis le régisseur du domaine voisin, les jardins de Marianne. Élodie Martin. Et nous sommes les locataires éphémères du mas des lavandes. » Ils parlèrent longtemps. Gabriel était charmant, drôle, et critique envers le microcosme dans lequel il évoluait. Il lui parla de son travail, de sa passion pour la terre, de son rêve de racheter une petite exploitation à son compte. Il était tout le contraire d'Alexandre de Saint-Clair. Chaleureux, accessible, sans prétention. Élodie le trouva immédiatement sympathique. Il était une bouffée d'air frais dans cette soirée étouffante. Elle le vit même échanger quelques mots avec Alexandre, mais la conversation sembla tendue, presque froide. Gabriel revint vers elle en haussant les épaules. « Saint-Clair et moi, nous ne sommes pas exactement amis. Il considère que je surestime mon rang. » « Son rang ?» répéta Élodie, incrédule. « On dirait un personnage de roman. » « Oh, il en est un, le héros tragique et orgueilleux de sa propre histoire. Méfiez-vous de lui, mademoiselle Martin. Il a l'art de réduire les gens à l'état de pions sur son échiquier. » Le conseil tomba dans un terreau fertile. Élodie était déjà prévenue. En partant, alors qu'Alexandre faisait poliment ses adieux à ses parents, il s'adressa à elle pour la première fois de la soirée. « J'espère que la Provence saura vous supporter, mademoiselle Martin. Elle n'est pas toujours clémente avec les étrangers. » Le sous-texte était limpide. « Vous n'êtes pas des nôtres, et vous ne le serez jamais. » Élodie le regarda droit dans ses yeux gris. « Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je suis sûr que nous trouverons notre place. Même parmi les autochtones. » Un sourcil d'Alexandre se leva, presque imperceptiblement. Il s'inclina légèrement et tourna les talons. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Sylvie était aux anges. Quel homme raffiné, ce Alexandre, et si bel homme. Manon, ma chérie, il faudrait que tu... Maman, s'il te plaît, coupa Élodie, regardant défiler les champs sombres. Il est insupportable. Insupportablement riche et beau, oui, renchérit Manon. Gabriel, le régisseur, était sympa aussi. Mais bon, c'est un employé. Élodie ne répondit rien. Elle pensa au sourire de Gabriel et au regard méprisant d'Alexandre. Le premier était ouvert, le second était un château dont on avait relevé le pont-levis. Et elle savait déjà, instinctivement, lequel des deux était le plus dangereux.
Les semaines qui suivirent s'écoulèrent dans une chaleur languissante. La famille Comartin s'installa dans un rythme provençal. Pierre passait ses journées à lire sous la tonnelle, cherchant un semblant de paix. Sylvie multipliait les sorties au marché et les visites de courtoisie aux voisins, espérant se tisser un réseau. Manon, grâce à son audace et sa beauté, fut rapidement adoptée par le groupe des jeunes oisifs de la région, passant ses nuits dans des clubs branchés d'Aix-en-Provence. Lily, elle, avait trouvé un refuge inattendu. La bibliothèque du Mas. C'était une pièce sombre et poussiéreuse, remplie de livres anciens laissés par le propriétaire. Elle y passait des heures, fascinée par des herbiers et des récits sur la région. Élodie, elle, errait. Elle aimait marcher tôt le matin, quand la rosée perlait encore sur les toiles d'araignée, et que les cigales ne s'étaient pas encore mises à striduler. Elle explorait les chemins de crête, les vignobles, les bois de chênes verts. C'était sa manière à elle de apprivoiser cet endroit, de le comprendre par ses pieds et ses sens, pas par les potins de salon. Lors d'une de ces promenades, elle tomba sur Gabriel Valois, inspectant un rang de vignes dont les feuilles jaunissaient. « Le mildiou », dit-il en guise de bonjour, sans se retourner, comme s'il avait senti sa présence. Un fléau, il faut être vigilant. Il se redressa et lui sourit. Son teint était hâlé, ses cheveux ébouriffés par le vent. « Vous vous plaisez dans nos collines, mademoiselle Élodie ?»« Elles ont l'avantage d'être silencieuses, » répondit-elle en souriant. Ils marchèrent ensemble un moment. Il lui expliqua le travail de la vigne, le cycle des saisons, la bataille constante contre le climat et les maladies. Il parlait avec une passion qui manquait cruellement à la conversation mondaine des de Saint-Clair. Élodie l'écoutait, captivée. Il lui fit visiter les jardins de Marianne, une exploitation plus petite et plus moderne que l'Olivade, appartenant à une vieille dame, Madame Rosenthal, qui lui faisait une confiance absolue. Leur amitié se développa rapidement. Gabriel était souvent invité à dîner au Mas. Sylvie le tolérait. Il était charmant, après tout. Mais elle le considérait comme un pis-aller, un divertissement pour Élodie, en attendant qu'un parti plus convenable se présente. Manon le traitait avec une condescendance amusée. Lily, elle, l'adorait. Il lui apportait des graines rares à planter et lui parlait sans condescendance. Un après-midi, alors qu'il prenait un verre de limonade sur la terrasse, une voiture familière glissa dans l'allée. Alexandre de Saint-Clair en descenda, vêtu d'un polo blanc et d'un pantalon beige immaculé. Il avait l'air aussi à l'aise que s'il était chez lui. « Madame Martin », dit-il en saluant Sylvie avec une courtoisie distante, « je viens vous remettre ceci de la part de ma mère. » Il tendit une invitation pour un dîner de bienfaisance. Son regard se posa sur Gabriel, attablé à côté d'Élodie. Une ombre passa dans ses yeux gris. « Valois, je vois que vous investissez les lieux. » Gabriel se leva, plus détendu que jamais. « Alexandre, toujours aussi charmant. Je profitais de l'hospitalité des Martin. C'est un concept. Tu devrais essayer. » Le tension était palpable. Alexandre ignora la pique et se tourna vers Élodie. « Mademoiselle, j'espère que vos promenades solitaires vous plaisent. Il paraît que vous arpentez nos chemins. Il faut faire attention. Certains terrains sont privés. » Élodie sentit le sang lui monter au visage. Il la faisait surveiller? Ou pire, il l'avait croisée et n'avait rien dit? « Je sais respecter les propriétés, monsieur. Je sais aussi reconnaître un sentier public d'un chemin privé. » Il soutint son regard un instant trop long.
tant mieux. Puis se tournant vers Sylvie, « Nous comptons sur vous pour le dîner, Madame Martin. Ce sera l'occasion de rencontrer des personnes de qualité. » Le message était, encore une fois, on ne peut plus clair. Après son départ, un silence gêné s'installa. « Quel odieux personnage !» s'exclama finalement Élodie. Gabriel eut un rire sans joie. « Je vous l'avais dit. Il ne supporte pas de ne pas contrôler tout ce qui se passe dans son périmètre. Votre amitié avec moi doit particulièrement l'irriter. » Pourquoi ? Quelle est cette histoire entre vous deux ? Gabriel poussa un soupir. « Une vieille d'histoire. Nos familles se connaissent depuis toujours. Nous avons même été amis, enfants. Mais les de Saint-Clair ont toujours considéré les Valois comme des inférieurs. Mon père était le régisseur du sien. Alexandre n'a jamais digéré que je refuse de jouer ce rôle. Que je veuille mon propre domaine, ma propre réussite. Il voit ça comme une trahison de caste, une insupportable arrogance de ma part. » Élodie le regarda, comprenant soudain la froideur entre eux. C'était une guerre de classe, un orgueil blessé des deux côtés, mais dont les armes n'étaient pas égales. Le dîner de bienfaisance eut lieu la semaine suivante. C'était un événement somptueux et guindé, sous une immense tente dressée dans les jardins de l'Olivade. Élodie s'y sentit comme un animal en cage. Elle portait une robe simple, héritage de leur vie d'avant, qui semblait bien terne comparée aux toilettes criardes des autres invités. Alexandre faisait les honneurs avec sa mère. Ils formaient un duo parfait, distant et impénétrable. À plusieurs reprises, Élodie surprit le regard d'Alexandre posé sur elle. Il n'était plus tout à fait méprisant, mais intrigué, analytique, comme s'il tentait de résoudre une énigme. Au cours du dîner, elle se retrouva assise à côté d'un cousin d'Alexandre, un homme pompeux et vaniteux, du nom de Frédéric, qui passa la soirée à étaler sa science creuse sur le vin et à dénigrer les nouvelles méthodes qui, selon lui, ruinaient le terroir. Élodie, excédée, ne put s'empêcher de le contredire, citant des arguments qu'elle tenait de Gabriel. « Le progrès n'est pas l'ennemi de la tradition, monsieur. Il peut en être le sauveur. S'enfermer dans le passé, c'est se condamner à mourir avec lui. » La table entière s'était tue. Frédéric était rouge de colère. Béatrice de Saint-Clair la dévisageait avec un effroi poli. Mais c'est le regard d'Alexandre qui la frappa. Il n'était pas fâché, il était amusé. Un léger sourire flottait sur ses lèvres. « Voilà une opinion moderne, mademoiselle Martin, » dit-il, et sa voix coupa court à toute discussion. Plus tard, alors qu'elle prenait l'air pour échapper à l'atmosphère étouffante, il la rejoignit près d'une fontaine. « Vous avez tenu tête à Frédéric. Peu de gens osent. Il est insupportable, mais c'est un cousin. » « La vérité n'a pas de lien de parenté, » rétorqua-t-elle, surprise par sa propre audace. Il sourit, un vrai sourire cette fois, qui transformait complètement son visage et lui donnait une humanité inattendue. « Non, en effet. Vous êtes une personne surprenante, mademoiselle Martin, pleine de convictions. Appelez ça des convictions, si vous voulez. J'appelle ça du bon sens. » Ils restèrent un moment en silence, écoutant le chant de l'eau. « Valois vous influence, je vois, » dit-il soudain, et le ton était redevenu neutre, presque froid. « Gabriel est mon ami. Il partage ses connaissances avec quelqu'un qui a envie d'apprendre. »« Gabriel » répéta-t-il, comme si le prénom avait un goût amer. « Prenez garde, mademoiselle. L'ambition masquée sous des dehors simples est la plus dangereuse. Il joue un jeu. Et vous pourriez bien n'être qu'un pion. » Élodie se retourna, furieuse. « Et vous, monsieur, vous jouez quel jeu ? Celui du seigneur féodal qui distribue ses avertissements et ses jugements depuis le haut de sa tour ?
Gabriel est travailleur, passionné et sincère. Je préfère 1000 fois sa compagnie à celle des héritiers oisifs et méprisants. » Les yeux gris d'Alexandre s'assombrirent. L'amusement avait disparu, remplacé par une froideur de glace. « Je vois que votre opinion est faite. Je ne vous importunerai plus de mes conseils. Bonne soirée, mademoiselle Martin. » Il s'inclina et partit, la laissant tremblante de colère près de la fontaine. Elle était plus convaincue que jamais de son orgueil insondable. Il ne pouvait pas concevoir qu'elle puisse préférer Gabriel à lui. Son amour-propre en était blessé, rien de plus. L'été avançait, brûlant et lumineux. La tension entre les Martin et le domaine de l'Olivade était palpable, mais Sylvie, dans son aveuglement, refusait de le voir. Elle organisait des déjeuners, invitait des voisins, et espérait toujours une contre-invitation des de Saint-Clair, qui ne venait jamais. Manon, de son côté, vivait sa vie à 100 à l'heure. Elle était devenue inséparable d'un groupe de jeunes riches, dont le leader était un certain Théo, fils d'un promoteur immobilier véreux. Élodie n'aimait pas Théo. Il avait un regard fuyant et une arrogance qui n'avait même pas la noblesse supposée de celle d'Alexandre. C'était une arrogance de parvenu, bruyante et vulgaire. Elle en parla à Gabriel, un soir où ils dînaient en tête-à-tête au Mas, ses parents étant partis à un concert à Avignon. Théo d'Armont, fuis-le comme la peste, Élodie. Son père est un requin. Et lui, c'est une petite frappe qui se croit tout permis parce que son compte en banque est plein. Il a déjà eu des ennuis avec la justice pour conduite sans permis et excès de vitesse. Manon ne voit que sa voiture de sport et son compte Instagram. Soupira Élodie. Je n'arrive pas à la raisonner. Gabriel posa sa main sur la sienne, un geste réconfortant, mais qui s'attarda un peu trop. Elle est jeune, elle apprendra. Toi, tu es différente, tu vaux les choses telles qu'elles sont. Son regard était intense, chargé d'une émotion qui fit battre le cœur d'Élodie un peu plus vite. Il se pencha légèrement. Le bruit d'une voiture sur le gravier les sépara brusquement. Ce n'étaient pas ses parents. C'était la Range Rover noire d'Alexandre de Saint-Clair. Il descendit de voiture. Son visage était étrangement grave, dépourvu de son arrogance habituelle. Il tenait quelque chose à la main, un livre ancien. « Mademoiselle Martin », dit-il en s'approchant. Il jeta un bref regard à Gabriel, dont la main avait rapidement quitté celle d'Élodie, et une lueur de mépris passa dans ses yeux. « Je m'excuse de vous déranger si tard. Qu'y a-t-il, monsieur de Saint-Clair » demanda Élodie, surprise par son attitude. « Il s'agit de votre sœur, Lily. » La peur s'empara immédiatement d'Élodie. « Lily, elle est blessée. » »« Non, rassurez-vous. Elle est en parfaite santé. En revanche, elle a commis un délit. » Il tendit le livre. C'était un ouvrage rare du XVIIIe siècle sur la flore provençale, relié en cuir et aux pages fragiles. Elle a volé ce livre dans la bibliothèque de ma mère. Un livre qui vaut plusieurs milliers d'euros. Élodie porta une main à sa bouche. « Non, c'est impossible. Lily ne volerait jamais. Je l'ai surprise ce matin, alors qu'elle quittait en catimini la bibliothèque du domaine. Elle avait ce livre dissimulé sous son pull. Elle a avoué. Elle dit l'avoir emprunté pour le étudier, qu'elle avait l'intention de le rendre. Mais emprunter sans permission, surtout un ouvrage de cette valeur, cela s'appelle un vol. » Élodie était sous le choc. Lily, sa Lily, si pure et passionnée, c'était inenvisageable. « Où est-elle » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Elle est à la maison. Ma mère est furieuse, elle veut porter plainte. » « Porter plainte contre une enfant de 15 ans.
s'exclama Gabriel, qui s'était levé. Alexandre, sois raisonnable. Je ne suis pas venu ici pour être raisonnable, Valois, rétorqua Alexandre, glacial. Je suis venu régler cette affaire en gentleman, sans impliquer la gendarmerie, pour l'instant. Mais il faut que cela se sache. Où sont vos parents? Ils ne sont pas là, murmura Élodie, l'esprit en vrille. Une plainte, ça achèverait son père, sa mère. La honte serait insupportable. S'il vous plaît, monsieur de Saint-Clair, Lily est une passionnée. Elle n'a pas pensé au mal qu'elle faisait. Elle a agi par amour de la connaissance, pas par malice. Alexandre la regarda. Son expression était indéchiffrable. C'est la version qu'elle a donnée. Elle a dit qu'elle voulait identifier une fleur rare qu'elle avait vue lors de ses promenades, et que ce livre était le seul à en parler. « Vous voyez » s'écria Élodie, saisissant cette perche. « C'est de l'inconscience, pas du vol. » Il y eut un long silence. Alexandre observait Élodie, comme s'il pesait sa sincérité, son amour pour sa sœur. « Ma mère exige des excuses, publiques, devant elle et quelques témoins. Nous viendrons, demain, toute la famille, promit Élodie aussitôt. Et elle exige que la jeune fille soit punie, sévèrement. Elle le sera, je vous le garantis. Alexandre hocha lentement la tête. Très bien, je lui parlerai. Je réussirai peut-être à la calmer. Mais il faudra que votre sœur vienne présenter ses excuses demain matin, à 10 heures, et qu'elle rende le livre. Elle le fera. Je vous remercie, monsieur. Les mots avaient un goût de cendre dans sa bouche, mais c'était un soulagement. Alexandre fit demi-tour pour partir, puis se ravisa. Il regarda Gabriel. « Je vous conseille de rentrer chez vous, Valois. Il est tard. Les apparences, vous savez... » Il ne termina pas sa phrase, laissant l'insinuation planer dans l'air chaud de la nuit. Dès qu'il fut parti, Élodie s'effondra sur une chaise. Gabriel tenta de la réconforter. « C'est un monstre. Profitez de la bêtise d'une enfant pour vous humilier encore plus. » « Il a raison sur un point, » murmura Élodie, lasse. « Lily a eu tort, et il aurait pu appeler la gendarmerie. Il ne l'a pas fait. » Le lendemain matin, la famille Aumartin se rendit au domaine de l'Olivade dans un silence de mort. Pierre était pâle, Sylvie était humiliée et furieuse contre Lily. Manon était gênée pour sa propre réputation. Ils furent conduits dans le bureau de Béatrice de Saint-Clair, une pièce sombre et tapissée de livres rares. Béatrice était assise derrière un bureau immense, comme un juge. Alexandre se tenait debout à côté d'elle, impassible. Lily, les yeux rougis, s'avança et murmura des excuses tremblantes, tendant le livre. Béatrice le prit comme s'il était contaminé. « J'espère que vous mesurez la gravité de votre acte, jeune fille. Ces objets sont des témoins de l'histoire, pas des jouets pour enfants oisifs. »« Oui, madame, » murmura Lily. « Votre famille a eu la chance que mon fils intercède en votre faveur. Sans lui, vous passeriez la journée au poste de gendarmerie. » Sylvie et Pierre s'inclinèrent, murmurant des remerciements honteux. Alexandre n'avait pas détaché son regard d'Élodie. Elle soutint son regard, refusant de baisser les yeux, même dans l'humiliation. Elle lui était reconnaissante. Oui, mais elle achassait ce théâtre, cette mise en scène de leur supériorité. Quand ils partirent, Alexandre les accompagna jusqu'à leur voiture. « L'affaire est close, dit-il simplement. Ma mère n'en parlera plus. » « Merci, » dit Pierre, la voix rauque. Alexandre fit un signe de tête et regarda Élodie. « Prenez soin de votre sœur, mademoiselle Martin. La passion est une belle chose, mais elle doit être canalisée. » Sur ce,